Nous avons encore une intervention prévue. Et Patrick Caron, est-il là? Bonjour. Oui, bonjour Patrick Caron. Bonjour. Voilà, presque. Nous y arrivons. Voilà, c'est parfait. Voilà, on vous a réservé le mot de la fin pour cette journée, le mot de conclusion de tous ces travaux d'une journée avant une mise en pratique demain. Et donc, on va être intéressé d'entendre vos observations, vos idées fortes, vos encouragements pour la région. Et je vous dis un mot déjà, qui est Patrick Caron, président d'Agropolis International, espace original de concertation et de construction multi-acteurs, réunissant plus de 40 membres institutionnels. Vous êtes vice-président de l'Université de Montpellier pour les relations internationales, directeur international de l'initiative Montpellier Université d'Excellence et directeur du Montpellier Advanced Knowledge Institute on Transitions. Voilà. Et vous êtes chercheur au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement depuis 1988. Parmi d'autres responsabilités que vous avez. Voilà, quelques-unes que j'ai citées. Je vous laisse compléter et peut-être nous raconter quelques idées que vous avez en tête, et cela pour une vingtaine de minutes, pour prendre ensuite quelques questions et clore la journée. Merci Étienne, et un très grand merci aux organisateurs. Et désolé à ceux qui ont eu cette longue journée de la rallonger un petit peu. Donc, je vais essayer quand même d'être relativement synthétique. En tout cas, j'aurais préféré, puisqu'on parle de proximité avec le territoire, j'aurais quand même préféré qu'on soit dans la même salle. Mais bon, viendra un temps. Je vais commencer par vous dire d'où je parle, non pas pour vous raconter ma vie, mais plutôt pour centrer le propos, ou en tout cas le rendre compréhensible. Au passage, je suis du Languedoc, j'étais du Languedoc, et donc je suis d'Occitanie, si j'ai bien compris. Et ce que je vais raconter après, le mot résonance a été utilisé tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas uniquement résonance, mais c'est aussi écho à beaucoup de choses que j'ai entendues depuis tout à l'heure. Alors, je ne viens pas du monde de l'industrie, mais je viens du monde plutôt de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc, il faudra peut-être y voir à la fois des analogies, mais aussi des spécificités par rapport à ce dont vous avez pu parler. J'ai, comme chercheur au CIRAD, j'ai donc passé de nombreuses années à l'étranger, et j'étais surtout imprégné et biberonné par des expériences de développement local et territorial. Et puis ensuite, j'ai eu quelques activités, responsabilités dans les instances onusiennes, et en tant, entre autres, que président du groupe d'experts de haut niveau du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale de 2015 à 2019. Tout ça pour dire que vous comprendrez peut-être mieux par là le rapport permanent que je ferai entre le local et le global. Et en tant que chercheur au CIRAD, j'ai été fortement impliqué dans la rédaction, la coordination d'un ouvrage de synthèse. Chaque année au CIRAD, on faisait un ouvrage de synthèse sur un thème. On l'a fait en 2016-2017 sur le territoire et le développement territorial. Et on lui avait donné le titre suivant, ce n'est pas uniquement une anecdote, des territoires vivants pour transformer le monde. Et à l'époque, puisque j'en étais le coordonnateur, il y avait une 60aine d'auteurs. On avait retenu ce terme de territoire vivant, un petit peu comme Olivier vient de le dire juste avant que j'intervienne, parce que ces territoires, partout dans le monde, ils vivent, ils fourmillent, ils foisonnent, il y a des initiatives partout. Mais je voulais lui donner le titre de « pour refaire le monde » et pas pour transformer le monde. Et on m'a dit refaire le monde pour un chercheur, c'est pas sérieux.
on refait pas le monde. Et donc, du coup, on en était resté à transformer le monde, mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous parler de refaire le monde, là, maintenant. Et en particulier, et je pensais être un petit peu original, mais on n'est pas toujours original, et Boris l'a déjà évoqué, parce qu'il y a quand même eu un moment important ces derniers temps par rapport à cela, c'est Covid. C'est Covid et la relation qu'on entretient au local et à l'international s'est profondément modifiée. On voit revenir le mot de souveraineté, le mot de régulation qui ont longtemps été tabous par rapport à une doxa économique. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine alimentaire? Puisqu'on a immédiatement, on s'est penché sur cette chose-là, on a craint à un moment donné que les ruptures d'approvisionnement les chaînes d'approvisionnement pouvaient se rompre et qu'on allait pouvoir vivre souffrir de pénuries, un petit peu comme on l'a imaginé avec le papier hygiénique dans les tout premiers jours d'annonce de la pandémie. Mais ne pas manger, c'est immédiatement faire se soulever la rue. Et donc, cette rupture, finalement, des chaînes d'approvisionnement, sauf cas très particuliers, elle n'a pas eu lieu, et elle n'a pas eu lieu en particulier parce qu'on bénéficiait de stocks au niveau mondial qui étaient suffisants pour éviter que cela se produise. Ça aurait été catastrophique si certains pays exportateurs avaient fermé leurs frontières comme ils ont pu le faire au moment du pic et de la volatilité des prix en 2008. On a eu des réels problèmes dans le monde agricole pour mobiliser dans certains cas la main-d'œuvre, et on en a toujours. Ce n'est pas le seul secteur qui en souffre, mais entre autres, ne pas passer les frontières a eu des conséquences assez importantes. Mais l'essentiel des problèmes dans le domaine agricole et alimentaire est l'anticipation qu'il pourrait y avoir par rapport à des crises économiques et sociales et par rapport à une grande vulnérabilité de certains qui ne pourraient pas accéder à une alimentation suffisante et saine. Et donc, par rapport à cela, la grande modification qu'on a observée, c'est ce retour de la souveraineté, pas uniquement dans le secteur agricole et alimentaire, hein, et à tous les échelons politiques, ce mot est revenu, alors que finalement, au XXe siècle, la question agricole a été traitée essentiellement comme une question d'approvisionnement mondial. On craignait en effet, et la première définition de 1974 de la sécurité alimentaire mondiale insistait sur deux choses, l'approvisionnement du monde et la maîtrise des fluctuations et des flux. On craignait en effet qu'au moment du pic de l'explosion démographique du XXe siècle, en passant de 3 milliards d'habitants en 1960 à 7 milliards d'habitants un petit peu plus tard, le grand problème était d'arriver à assurer la production, à assurer les échanges et à maîtriser les prix pour éviter les révolutions. Donc, on s'est focalisé sur quoi? Sur la production et l'augmentation de la production et sur l'organisation des marchés, tant en termes de régulation des flux qu'en termes de maîtrise des prix. Et cette redécouverte du local et de la souveraineté, qu'elle soit d'ailleurs locale ou nationale, cette souveraineté, elle est relativement récente dans notre domaine, en tout cas sur l'agenda international. Elle date de plusieurs années ou plusieurs décennies dans de nombreuses institutions, mais sur l'agenda international, elle est récente et on peut vraiment la célébrer. On peut imaginer une ode au territoire qui résulte finalement de deux processus bien distincts, ce retour au territoire et au local. Le premier, c'est le rejet des conséquences, des externalités et des effets indésirables des échanges à longue distance. On pense immédiatement aux empreintes négatives
sur la santé, sur l'environnement, sur le climat. Mais on pense aussi, en parlant de ces conséquences des rejets à longue distance, sur la perte du contrôle social et de la capacité d'anticipation par des populations rurales. Ça, ce n'est pas nouveau. Tous ces aspects de concurrence, d'effet de la concurrence, de la délocalisation, des effets perturbateurs d'investissements exogènes massifs, on le retrouve depuis les raisins de la colère au début du XXe siècle aux États-Unis jusqu'aux suspicions d'accaparement foncier qui ont eu lieu au moment des spéculations financières dans les années 2008. Donc d'un côté, on se dit les échanges à longue distance génèrent des effets absolument inacceptables. De l'autre, on vante les mérites d'une relocalisation des productions qui est souvent, avec le terme de local, entendu comme durable, comme vertueux. On pense aux produits du terroir, on pense aux circuits courts, on pense aux marchés publics qui privilégient les achats locaux. Et on pense entre autres au lien social. On a parlé de la dimension humaine tout à l'heure et à la nécessité de générer par l'agriculture des emplois décents pour ceux qui ont la lourde responsabilité de nous alimenter pendant que nous, non-agriculteurs ou non-éleveurs, nous pouvons nous consacrer à d'autres activités. Et donc, voilà, cette vie, ce retour au local d'un côté, ce rejet du longue distance de l'autre, on a donc 4 bonnes raisons, de mon point de vue, de nous, au moins 4 bonnes raisons de nous féliciter de ce retour au local. Le premier, c'est d'arriver à regarder, à traiter les défaillances inacceptables, que ce soit du marché ou de l'État et de leurs conséquences. Le deuxième, c'est cette notion de proximité et de dynamique locale sur lesquelles on peut s'appuyer. On a parlé d'ancrage tout à l'heure, s'appuyer pour construire des destinées communes, pour construire des projets communs, pour traiter ce qui fait commun. La troisième, et le faire donc avec succès, la troisième bonne raison, c'est le fait de renouer avec la diversité, alors qu'on a pensé pendant un moment qu'on pouvait, en tout cas dans le monde agricole, tout standardiser, tout uniformiser. Et non, ce n'est pas le cas. La Bretagne et l'Occitanie, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que l'Yatanga au Burkina Faso. Et puis la quatrième raison, c'est que finalement cette redécouverte et cet intérêt renouvelé pour le local, il valorise énormément d'expériences et de travaux. Alors, soit des dynamiques et des initiatives dites de terrain, soit des travaux académiques qu'on a à un moment donné pensés comme fantasques ou marginaux, malgré tous les efforts depuis quelques décennies de conceptualisation, d'observation et d'analyse. Donc voilà, on peut vraiment se féliciter de cela, et d'autant plus que cela intervient dans l'histoire à un moment donné où on a quand même un désengagement fort de l'État et une mise en question des capacités d'action de l'État qui ont conduit au cours des 30 dernières années, paradoxalement, à 2 grands mouvements. Un, l'engagement dans des dynamiques supranationales. On peut penser aux conventions environnementales, pour en donner un exemple, ou à l'agenda 2030 développement durable, donc climat, biodiversité, dégradation, mais aussi à la redécouverte des espaces infranationaux. Alors, pour stimuler des initiatives, pour traiter les fameuses questions liées aux externalités, pour promouvoir tout ce qui est inclusif et participatif, pour prendre en charge des questions spécifiques locales qu'on ne peut pas traiter à d'autres niveaux, et puis pour valoriser ce qui fait la spécificité et l'actif du territoire. Et donc, on voit bien qu'on recherche désespérément l'ancrage,
la co-construction, la régulation, autant de termes qui étaient un petit peu éliminés du vocabulaire, alors qu'on constate que l'État est démuni pour conduire tout ce qu'on a dit qui était nécessaire juste avant, et je me réfère aux termes de transition, de transformation, de mutation et d'autres termes qui ont été utilisés pour ça. Alors, mais très rapidement, en revenant sur la définition même du territoire et en essayant de dépasser la polysémie qui est aussi source de richesse, et puis la difficulté à le traduire dans d'autres langues, et en particulier l'anglais. Le mot territoire en anglais ne veut pas dire du tout la même chose. Et en partant du fait qu'on ne parle pas là forcément d'une collectivité territoriale au sens administratif, ça peut l'être, mais plutôt d'une portion d'espace plus ou moins continue qui est appropriée par un groupe social qui s'identifie à cet espace et qui est doté de mécanismes de gouvernance et de contrôle. On voit bien qu'on a là, dans cette définition, la capacité à élaborer des projets collectifs. Sans oublier pour autant que le territoire, tout comme la carte, le mot a quand même été utilisé avant même qu'il soit utilisé depuis les années 80 pour parler de développement territorial, a été utilisé essentiellement pour faire la guerre, pour obtenir des colonies, ou alors on parlait du territoire du lion qui avait le contrôle à la fois sur les autres de son espèce, mais également sur ses droits, sur ses proies. Et donc, le territoire, il faut qu'on sorte aussi d'une vision qui soit uniquement, je vais utiliser des mots un peu crus pour provoquer un peu, des fois, mais qui soit uniquement bisounours. Néanmoins, ce territoire tel qu'on l'entend depuis les années 80 au sens de développement territorial, inspiré des pratiques et des théories du développement local, dans l'ouvrage auquel je me suis référé tout à l'heure, on y a vu dans le domaine agricole 5 vertus. Le premier, c'était de nous aider à gérer des ressources, une utilité pour gérer des ressources, et en particulier des ressources collectives. On peut penser à l'eau, on peut penser au foncier, on peut penser au pâturage, on peut penser à la forêt. Le deuxième, c'est une fonction qui nous permette de produire et d'assurer des services à la production, des services d'appui, par exemple, au niveau d'une collectivité qui se fonde sur l'action collective. Le troisième, c'est que le territoire lui-même puisse rendre des services. Et en particulier, c'est le cas quand on a un problème d'externalité environnementale à traiter d'un point de vue collectif. Je peux penser aux questions de pollution des nappes phréatiques. La quatrième vertu, c'est un territoire qui soit une ressource, comme diraient les économistes, un actif valorisable, à savoir, quand on a une indication d'origine géographique, on la valorise d'un point de vue économique. Et le cinquième, c'est le territoire pour penser des politiques publiques, c'est-à-dire pour faire le lien entre l'action collective et l'action publique dans un but de régulation. Et du coup, cet ouvrage, il met en avant 5 convictions, enfin, plus encore, mais je retiendrai là 5 convictions. Le premier, c'est que le territoire n'est pas un espace passif. Il devient au contraire ressource. Il est lui-même transformateur. Il devient actif du changement par la capacité à organiser une intelligence collective et une action collective. Le deuxième, en suivant les travaux de la prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, c'est qu'on a là, dans le territoire, une troisième institution régulatrice au même titre que l'État d'un côté ou que le marché de l'autre. Et il ne faut donc pas le nier, ce n'est pas uniquement un support pour compenser les défaillances des deux autres, c'est également une institution régulatrice. La troisième conviction, c'est qu'on ne peut pas déconnecter, j'y reviendrai un peu derrière, le supra et l'infranational, et que le territoire, dans ses connexions entre échelles, joue un rôle majeur. Ça a été déjà abordé tout à l'heure. Le quatrième, c'est que cette notion d'espace et de commun ne peut pas se déconnecter des formes d'organisation qui font l'économie, et en particulier dans le domaine agricole, des filières agricoles. Et que cette connexion entre territoire et filière, cette articulation, comme le disait tout à l'heure
Olivier Bouba-Olga, elle est essentielle pour reconstruire un modèle de développement différent. Et puis la cinquième, peut-être elle sera moins d'actualité ici, mais c'est le fait que les territoires ruraux sont probablement, parce qu'ils ont été marginalisés par l'action publique pendant un moment, essentiels pour la reconstruction du monde de demain, et qu'il ne peut pas y avoir, en tout cas dans les pays dans lesquels je travaille au quotidien, de villes en paix sans campagne prospère et vice-versa. Donc, une ode au territoire. Mais le territoire, on l'a déjà intuité un peu, on se l'est dit un petit peu, il est aussi porteur de risques et porteur de dangers. Le premier, c'est la convergence qui doit être discutée entre le fait que le local, le commun, la proximité soient synonymes de durable. Ce n'est pas toujours le cas. Et par exemple, dans le domaine agricole, on montre qu'en raison d'économies d'échelle, par exemple, des circuits à longue distance peuvent être moins émetteurs de gaz à effet de serre qu'un circuit local. Cela dépend des formes de distribution, d'acheminement des produits à consommer, par exemple. Un deuxième exemple pourrait être dans le domaine de la concurrence économique. Quand quelque chose marche bien, une initiative marche bien au niveau local, on sait tous, je vais prendre l'exemple du fromage de chèvre ou de la restauration à la ferme, on sait bien que tout le monde commence à faire la même chose et qu'il n'y a pas en place les institutions de régulation qui permettent de réguler la concurrence. Les économistes disent que la concurrence au niveau local est souvent beaucoup plus sauvage que la concurrence dans les grandes filières. Le deuxième, le territoire est source est porteur de risques en termes de repli. On a dit, je crois que c'était Olivier qui disait tout à l'heure, surtout pas l'autarcie. Oui, on a dans le domaine agricole alimentaire des régions qui ne pourraient pas alimenter leur population, ou en tout cas en circuit local, si tel était le cas. Et puis, moi, j'assume complètement le fait que j'aime bien boire du café et manger du chocolat de temps en temps. Et puis, le troisième, c'est que se recentrer sur le territoire, ce serait aussi oublier le national et le global et leurs vertus, en particulier par rapport au processus de régulation. Et dans les domaines qui sont les miens, donc agriculture et alimentation, le national, l'international et le global ont des vertus. C'est par exemple la capacité à prévenir les pénuries, les famines dans une région donnée par acheminement, par stockage et acheminement. C'est la capacité à alimenter les grands centres urbains qui ne peuvent pas être uniquement alimentés au niveau local. Le deuxième, c'est à cette échelle-là que l'on peut justement réguler les prix et les cours, et on a vu à quel point c'était important au moment des émeutes dites de la faim en 2008. Troisième intérêt du national, c'est la capacité à organiser les stockages et à limiter les pertes et gaspillages. Si nous devions tous, au niveau de chaque localité, produire ce dont nous avions besoin, les pertes et gaspillages qui déjà se montent à 30-40% de la production seraient encore bien supérieurs. C'est la capacité, j'en ai encore d'autres de raisons de se réjouir du national, à traiter de questions globales. On pense au climat, on pense à la pandémie et à la santé. C'est aussi à cette échelle-là qu'on peut construire des règles et des cadres, qu'ils soient ceux des règles du commerce, qu'ils soient ceux des droits d'accès à la propriété, justement en cas de suspicion d'appropriation ou d'accaparement foncier, qui soient les directives volontaires sur les systèmes alimentaires qui viennent d'être validées par le Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale. C'est bien au niveau international que les pays, le monde, peut se mettre d'accord sur un certain nombre de règles. Et ce sont enfin au moins deux autres
raisons intéressantes qui sont la capacité à organiser la coopération scientifique. Et on a vu à quel point c'était important dans le cadre du vaccin contre Covid ou de prévenir certains replis identitaires. Je fais référence, bien sûr, aux replis politiques. Alors, comment organiser ce va-et-vient entre le local et le global? Et le défi est d'autant plus important que la polarisation va croissante et qu'on enferme souvent la pensée et l'action dans cette polarisation. On oppose très souvent le local et le global. Le local qui serait synonyme de durable, le global qui serait synonyme de concurrence. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des fondements conceptuels qui sont irréconciliables ou des visions du monde qui ne se rejoignent pas, mais on est rentré dans un monde, une situation, un contexte où on use plutôt de rhétoriques qui sont totalement disqualifiantes et excluantes. D'un côté, on dénigre les tenants du local, vont dénigrer les tenants du global, qui à leur tour vont diaboliser les tenants du local. Et les conditions du dialogue pour justement organiser ce dialogue-là ne sont souvent pas réunis. Et tout ça est accentué par fake news, vendeurs de doutes et de certitudes, hypermédiatisation, et on observe de plus en plus des blocages, des impasses au dialogue qui seraient pourtant nécessaires. Et d'autant plus nécessaires que quand on regarde l'histoire de l'humanité, on n'a finalement jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui. Jamais aussi bien mangé dans le sens où on peut trouver tout, à tout moment, avec une diversité absolument incroyable. Je parle en particulier des 90% de la population mondiale qui ont le pouvoir d'achat ou l'accès physique à l'alimentation qui ne pose pas problème. Je ne parle pas là des 10% qui souffrent de sous-nutrition. Et dans le même temps, on le sait bien, on n'a jamais aussi mal bouffé qu'aujourd'hui. À la fois pour des questions sanitaires, pour des questions environnementales. Donc, ce paradoxe absolument total, il nous impose de revoir l'alimentation autrement que comme une opposition entre le local et le global, mais avec un pacte à construire, et autrement que comme une opposition entre des producteurs qui seraient des empoisonneurs, vus de la part des consommateurs, et en particulier des consommateurs urbains, et des consommateurs urbains qui ne seraient que des bobos qui ne comprennent rien au métier d'agriculteur vu par les producteurs. Cette opposition-là, elle est tout simplement, elle nous amène dans le mur et elle nous empêche de repenser le pacte autour de l'alimentation, le même pacte que celui qu'on a connu après la Deuxième Guerre mondiale, qui était on n'avait pas suffisamment d'alimentation pour toute la population, il fallait produire plus. Et bien aujourd'hui, nous avons besoin d'un pacte pour non seulement produire mieux, mais pour vivre ensemble autour de cette alimentation. D'avoir une alimentation qui nous permette de vivre en bonne santé, une alimentation qui permette d'anticiper les problèmes environnementaux, d'anticiper les problèmes climatiques, mais également de créer de l'emploi et de faire vivre la population agricole dans des conditions d'emploi décentes. Or, on voit bien à quel point les oppositions ne le permettent pas, et ce n'est pas qu'une opposition dans l'arène, c'est aussi une incapacité à s'écouter. Alors, j'avais un petit dessin caricatural, je pourrais vous envoyer un support après, hein, si vous le souhaitez, mais j'avais un petit dessin caricatural que des collègues médiateurs utilisent, où il y a quelqu'un qui dit quelle est votre opinion sur la pénurie d'aliments dans le reste du monde. Et là, on a un représentant africain qui dit c'est quoi l'aliment, un représentant européen qui dit c'est quoi la pénurie, un représentant américain qui dit c'est quoi le reste du monde, et un représentant du Golfe qui dit c'est quoi une opinion. Bon, tout ça pour vous dire que
ce travail de médiation, il est extrêmement important et c'est bien, entre autres, au niveau du territoire qu'il peut se construire pour éviter cette opposition entre bobos et empoisonneurs, pour miser à partir de la proximité sur des processus d'innovation, d'apprentissage, mais aussi à partir de l'exemple et l'illustration d'élaboration de politiques publiques. Et du coup, j'en viens, et je finirai avec cela. Vous avez vu que j'ai mis en doute critique cette exclusive du local par rapport aux autres échelles. Et dans le domaine agricole en particulier, on parle souvent, les bailleurs de fonds, les agences de développement parlent souvent et stimulent souvent les opérateurs du développement à pratiquer un changement d'échelle, c'est-à-dire à miser sur l'expérience locale, parce qu'on sait bien que l'innovation, c'est au niveau local, en particulier dans le monde agricole, mais à se dire c'est au niveau mondial ou au niveau national, en tout cas, qu'il faut avoir un impact, changer de modèle. Parce qu'il ne suffit pas c'est bien gentil de travailler avec 1 ou avec 10 ou avec 100 agriculteurs, mais ce n'est pas suffisant pour transformer le monde ou pour refaire le monde. Ben, je m'évertue de mon côté à combattre un petit peu cette notion de changement d'échelle. La première, parce qu'elle est adossée à 2 mythes. La première raison. Le premier, c'est le mythe de la reproductibilité des phénomènes. Et derrière, dans le domaine agricole, de l'industrialisation possible des processus agricoles. Non, ces processus-là d'innovation ne sont généralement pas reproductibles. Ils dépendent du contexte, autant des ressources environnementales et biologiques que du savoir-faire de l'agriculteur, que de son âge, de l'insertion aux formes de marché. Le deuxième mythe, même si au-delà de la non-reproductibilité, on peut bien évidemment apprendre de l'innovation et voir comment la transposer. Le deuxième mythe, c'est le fait que l'impact à l'échelle pourrait se construire à partir d'une reproduction à l'infini de ces innovations locales. Et là, non, aussi, ce n'est pas possible, puisque les transformations, quand elles opèrent parce qu'elles sont elles-mêmes le fruit d'une hybridation et d'une intrication de processus qui opèrent à différentes échelles. On innove dans le monde agricole parce que le marché s'y prête, parce que le statut foncier le permet, parce qu'on a accès à une subvention qui s'est décidée à une autre échelle, parce qu'on sait gérer cela au niveau de sa parcelle, parce qu'on a appris de son voisin, parce qu'il y a un encouragement des services d'appui qui s'organisent localement. On voit bien que le changement, il est fait d'une intrication de petits et de grands changements qui prennent place à différentes échelles spatiales, qui se opèrent selon différentes pas de temps et qui engagent des acteurs multiples et des actions conduites par des collectifs d'acteurs multiples. Et donc, le défi, il n'est pas de reproduire ce foisonnement et ces innovations vertueuses, mais il est d'arriver à construire l'arc-en-ciel. Construire l'arc-en-ciel au sens de l'arc-en-ciel de la nation sud-africaine, à savoir une diversité de cas et de situations, mais une cohérence globale. C'est-à-dire les processus de gouvernance, de régulation, d'apprentissage, et d'entraînement qui permettent à un niveau donné d'agir pour faciliter à un niveau infra, pour ne pas bloquer, pour gérer les processus bénéfiques ou inacceptables à distance. Et donc, le territoire, dans sa diversité, il est bien le creuset où l'on peut penser, non pas uniquement l'action au niveau du territoire, mais la régulation et la construction de règles pour construire des biens publics au niveau mondial, pour gérer la coexistence des trajectoires de développement et leur cohérence au niveau global. Alors tout ça ne se fait pas sans peine et sans heurts.
Ce n'est pas uniquement de la co-construction. Ce sont aussi des obstacles à vaincre. Ce sont des barrières liées au sentier de dépendance, au conflit d'intérêts, à la gestion du risque, au coût du changement, aux asymétries de pouvoir et à la manière dont on peut, entre autres, gérer les conflits d'intérêts à un autre niveau pour dépasser ces polarisations entre le local et le global et construire des arbitrages et des cohérences multisectorielles et multiscalaires. Donc, je finirai en conclusion en disant que le territoire est bien et doit bien être vu comme une ressource, mais qu'il n'est pas suffisant. Et comme d'un point de vue politique, nous n'opérerons pas toutes les transformations à toutes les échelles de manière simultanée. De temps en temps, les configurations politiques font qu'elle est possible cette transformation au niveau local. Des fois, c'est au niveau national, des fois, c'est au niveau mondial. L'accord de Paris sur le climat, par exemple. Eh bien, l'idée est donc, ma suggestion est donc de repérer le niveau où une transformation est possible à un moment donné de l'histoire par coalition politique, d'opérer cette transformation et ensuite de contaminer les autres niveaux au niveau infra ou au niveau supra. C'est-à-dire à partir d'une expérience territoriale, savoir élaborer une politique nationale adaptée, à partir d'un cadre international, savoir mettre en place une initiative territoriale adaptée. Et donc, c'est la construction politique de cette contamination qui est de cette construction qui est intéressante. En le disant autrement, et je finirai avec cette phrase, l'enjeu n'est plus uniquement de penser global pour agir local, mais de penser et d'agir et global et local ensemble. Voilà. Merci Patrick. Je vais demander à tout le monde s'il y a des questions, commentaires et laisser place à de tels commentaires, questions juste maintenant. Mais c'est d'une telle densité et telle richesse qu'on pourrait peut-être rester sur ces mots de conclusion. Et apparemment... J'espère ne pas vous avoir assommé quand même. Non, merci beaucoup. Merci. Voilà, on va rester là-dessus. Merci, un grand merci pour cette densité d'apport, de réflexion sur le local et le global. Et on se dit à demain pour la mise en œuvre, pour le travail de concrétisation sur 3 domaines. Alors, il faut se connecter avec le lien particulier, le lien pour demain qui a été mis dans l'invitation. Donc, c'est un autre lien, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Et puis, on est disponible à partir de 8h45 pour un décollage vraiment à 9h. Voilà, rien d'autre à ajouter. Merci à tout le monde qui a contribué aujourd'hui.